Et alors, bonjour, je m'appelle Pank. Donc c'est moi qui vais faire la conférence aujourd'hui. Ouais, je vais tenter de faire une conférence donc sur l'auto-hypnose et la loi d'attraction. Donc je vais juste vous poser le cadre au départ. Ce que je vais dire ici, c'est simplement moi, mon expérience par rapport à ce que j'ai vu, ce que je fais en cabinet, ce que j'ai étudié. Il n'y a pas de vérité. Et vraiment, il n'y a pas de vérité. C'est des feedbacks, une manière de fonctionner. Et prenez toujours ça en disant « Ok, c'est peut-être vrai, mais ça peut être complètement faux. » On prend en gros le 5e accord Toltec. Remettez toujours tout en question. Il n'y a rien qui est une vérité. Surtout pas ce que je dis et personne en général. Mais c'est important de le prendre. Parce que souvent, quand on va à une conf, on se dit « Bon, bah lui, il connaît son sujet, donc il sait. » Non, non. On a expérimenté des choses qui nous permettent d'avoir des conclusions éphémères jusqu'à ce qu'on ait d'autres conclusions à un autre moment. Si ça concorde, c'est bien. Mais il y a des moments où on se dit « Ah, je me suis peut-être trompé. » D'accord, ça c'est un des prérequis. C'est vraiment pour le cadre. Après, je vais vous parler d'hypnose, donc je vais vous parler quand même un certain temps d'hypnose pour bien qu'on ait le même vocabulaire, sachant que chacun a sa vision et sa perception de ce qu'est l'hypnose. Je vous parlerai en quoi, pour moi, l'auto-hypnose est la clé utile pour faire et utiliser la loi d'attraction. La loi d'attraction, je vais vous la définir non pas dans le terme un peu mystique, ésotérique de je me connecte à l'univers et je demande à l'univers des choses pour que ça arrive, mais plutôt je me connecte à mon subconscient et cette capacité infinie que j'ai de transformer les événements de ma vie et automatiquement donc de devenir responsable de ce que j'attire dans ma vie. Parce que pour moi, la loi d'attraction, c'est pas quelque chose oh je demande et j'obtiens, c'est je me responsabilise par rapport à ma demande et je suis prêt à accueillir ce que j'obtiens. Et parfois, ça n'arrive pas de la manière dont on l'attend. Parce qu'on se dit, ah ben j'ai demandé ça et je ne l'ai pas de cette manière-là. Ouais, mais est-ce que tu as bien regardé? Et est-ce que tu ne l'as pas reçu réellement? Tu l'as peut-être reçu, mais pas de la manière dont tu l'attendais. Et vu que tu ne veux pas être responsable du feedback, bah, tu passes à côté. Donc pour moi, c'est en ça où ça a de l'importance. Et où quand moi je m'étais plongé dans la loi de l'attraction il y a longtemps, je m'étais dit, ouais, c'est trop bien, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'est marrant, ça ne fonctionne pas comme on m'a dit. Et de ça, bah, moi j'ai étudié Murphy, pour ceux qui connaissent Joseph Murphy, qui est un grand monsieur sur l'inconscient, où lui, il expliquait une autre manière de voir les choses, mais toujours dans le même principe d'attirer, lui parlait de Dieu à ce moment-là, mais qu'importe. On retrouve les mêmes concepts dans à peu près toutes les civilisations, mais il nous manque souvent un point, qui pour moi est la transe. Donc la transe, c'est la base de l'auto-hypnose, et de l'hypnose de manière générale. Donc je vais vous donner ma définition de l'hypnose. Sachant que j'ai un courant d'hypnose qui n'est pas du tout développé en France, qui est un courant de type hellmanien, c'est-à-dire pas du tout ericksonien. Pour ceux qui ont déjà entendu l'hypnose ericksonienne, vous me prenez et vous faites, je suis complètement à l'opposé. L'hypnose hellmanienne, elle est basée sur une chose toute simple. La définition est, on obtient un état de transe, transe étant la communication entre le conscient et le subconscient, à partir du moment où on a contourné le facteur critique. Ouais, donc là, on se dit, waouh, conscient c'est quoi, subconscient c'est quoi, facteur critique c'est quoi? Et il n'a pas parlé d'inconscient. Et l'inconscient, c'est une autre facette dont on n'a pas besoin de voir ce soir. Donc je vais vous définir brièvement ce qu'est le conscient dans la logique hellmanienne. Le conscient, ça reprend toutes les informations à court terme, toutes les mémoires à court terme que l'on a. D'accord? Ce que vous avez mangé à midi, ce que vous avez fait avant de venir, ce que vous avez lu dans le journal, qui ne sont pas encore stockées, en gros qui sont encore très présentes dans votre esprit. Une conversation que vous avez eue, etc. etc. Il y a tout ce qui est logique et analytique. Cette phase-là, elle est importante à avoir. C'est-à-dire que notre conscient permet d'analyser une problématique à un moment donné. D'accord? Ces trois points-là, c'est ce qui va être le pilier du conscient. Pour moi, le conscient, on en utilise très peu. On a l'impression d'être super conscient, mais la plupart du temps, on ne l'est pas. Là, par exemple, ça fait 3 minutes que je parle, et la plupart d'entre vous ont les yeux qui sont fixes depuis tout à l'heure. Ce qui signifie que vous rentrez déjà dans un état de transe qui est très léger. Vous savez, la fixation du regard, où on regarde quelqu'un en train de se dire des choses. C'est ce qu'on appelle des daily trance, mais on va revenir dessus. Hein. Parce qu'après, la notion de transe aussi, chacun a sa définition, et c'est important qu'on ait un lexique commun. Après, il y a le subconscient. Le facteur critique, j'y viendrai après. Donc le subconscient, c'est toutes les mémoires à long terme, c'est toutes les émotions, et c'est tous les programmes qui fonctionnent et nous automatisent au quotidien. Donc en gros, tous les réflexes limites pavloviens qu'on a dans nos comportements et dans ce qui se passe autour de nous.
on ne se repose pas toujours la question de qu'est-ce que je vis quand j'ai peur. J'ai peur. Mais j'ai peur dans tel type de situation, que quelqu'un peut-être n'aura pas peur. Et ça, c'est un programme qu'on a créé au fur et à mesure de notre vie. Un programme qui s'est inséré en nous. Et les programmes dissonants, souvent, sont dans cette partie de nous, dans le subconscient. Donc, pour aller le gratter, souvent, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'un programme, vous avez fait, exemple tout bête, vous brossez les dents, toujours de la même manière depuis des années. Maintenant, ce soir, vous allez faire exactement l'inverse. La main gauche, si vous êtes droitier, et vous n'allez pas faire le même rituel. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile. Et si vous vous forcez, vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques jours, souvent vous allez en avoir marre et vous recommencez de vous brosser les dents de l'autre côté. Ce qui explique pourquoi on répète des patterns étant schémas répétitifs que l'on fait à l'intérieur de nous. Là, je me rends compte que je parle vite. Donc, et vu que je donne beaucoup d'infos, levez la main dès que je parle trop vite et que je donne trop d'infos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de l'interactivité. Donc, vous posez des questions s'il y a quelque chose qui vous paraît étrange ou pas dans votre lexique, dans votre vocabulaire ou dans votre perception des choses. D'accord? Parler vite, quand on fait de l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état de saturation. Je vous donne, c'est une technique. Pourquoi? Quand on sature l'esprit de quelqu'un, le conscient, il va analyser, mais au bout d'un moment, il analyse tellement d'éléments qu'il n'analyse plus. Donc, il passe dans le facteur critique, donc le troisième point. Le facteur critique, c'est quoi? C'est un espèce de sas dans lequel les informations ne vont pas passer directement dans le subconscient. Vous imaginez que si vous étiez tout le temps lié à votre subconscient, tout ce que je dis devient de réalité. Étant donné que dans le subconscient, avec les mémoires à long terme, les émotions et tous nos réflexes, entre guillemets, tous nos programmes préétablis, l'imagination s'y trouve. Donc si je vous fais imaginer quoi que ce soit, je passe automatiquement votre facteur critique et mon information peut devenir une suggestion, c'est-à-dire une potentielle vérité que vous pouvez accepter. Sauf que vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on dit ne devient pas une vérité. Ça va là? Vous me suivez? Ok. Donc, le facteur critique, c'est un espèce de sas. Ce sas, l'information, elle va rentrer dedans. Et il y a trois façons de le prendre. Soit information dissonante, c'est-à-dire que j'ai aucune mémoire à long terme dans le subconscient qui a un lien avec ce qui vient d'être dit. Donc il me faut davantage d'informations. Et là, on devient analytique et souvent on pose des questions. Je n'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Normal, j'ai aucun point de référence à l'intérieur de moi qui fait que je peux accepter la donnée que tu viens de me donner. Ça va pour tout le monde? Ok. Après, donc c'est un rejet, ça revient vers le conscient. Une manière de vivre les choses. Une autre manière, c'est « Ok, ce qu'il dit là, j'en ai déjà entendu parler. Cool. Il y a quelque chose dans mon cerveau, un espèce de gros disque dur qui a un fichier. Et dans ce fichier, il y a un dossier. Et dans ce dossier, il y a un fichier où il y a une parcelle de cet élément-là et ce n'est pas trop dissonant. Donc on va ouvrir notre dossier à l'intérieur de nous et retrouver l'information et en tout cas le matcher. Donc ça va passer le facteur critique. Ah bah oui, tout à fait, ça je l'ai déjà lu. Hop, ça nourrit, tac. Et donc ça peut plus facilement devenir un automatisme après, parce que ça fait 50 fois que je l'entends, ça valide une croyance que j'ai, donc automatiquement ça devient une réalité que je ne conscientise même pas comme une réalité parce que ça devient un schéma automatisé de mon être. D'accord? Tout le monde me suit. Ok, c'est cool. Alors, la troisième manière de faire, c'est... Alors cette technique-là aussi de vous faire oui, c'est un yes set en PNL pour ceux qui font de la PNL. Il y en a qui font de la PNL ici? D'accord, donc le yes set vous oubliez. Je vous l'expliquerai plus tard. Donc, la notion, la troisième, c'est en gros ce sas, il va garder l'information. Il se dit, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas la ramener dans le conscient, et je ne vais pas l'intégrer. Je ne vais pas le mettre dans mon subconscient. Ok. Donc il va la garder. Bon, qu'est-ce qu'il va en faire? Pour l'instant, très sincèrement, je ne sais pas. Et il n'y a aucun bouquin qui en parle, donc de toute façon, c'est un peu compliqué. Mais de manière générale, il y a un homme qui s'appelle John Kappa aux États-Unis, qui est un hypno, qui, lui, il avait défini le facteur critique un peu différemment, mais qui avait une super information là-dessus. Il disait, voilà, il y a des parties qui ne partent pas ni dans le subconscient, ni dans le conscient. Par contre, la nuit, il y a une espèce de filtrage. C'est là où on nettoie cette espèce de sas. En gros, imaginez, si vous connaissez un peu l'informatique, c'est comme ça nettoyait la mémoire cache la nuit. Donc ça nous permettait d'avoir davantage d'espace pour le lendemain et reprendre des nouvelles informations. D'accord? Donc, et c'est souvent dans ce laps de temps, lui dit la nuit, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Soit ça va aller vers le subconscient, parce que c'est quand même validable.
On a trouvé une info peut-être hyper lointaine où on a quelque chose qui y ressemble, donc on va le valider. Soit on va le remettre dans le conscient, et le lendemain, peut-être on va y compulser Internet, on va lire un bouquin, etc. D'accord ? C'est important, cette notion de facteur critique, il n'est pas du tout développé en hypnose. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que le facteur critique, vous pouvez vous en rendre compte quand vous faites, par exemple, si vous avez fait plusieurs aujourd'hui, vous avez écouté plusieurs conférences, vous avez fait plusieurs ateliers, ou vous avez fait plein de choses, vous vous rendez compte que, au bout d'un moment, vous écoutez le truc et vous vous dites « je suis saturé ». Ouais, ce qu'il dit, j'entends, mais m'en fous. À la limite, c'est vraiment, il y a plus de... le conscient, il dit « ouais, c'est sympa », le facteur critique est tellement saturé qu'il fait « aujourd'hui, je ne peux pas en mettre davantage », donc ça passe dans le subconscient. Et ça, je le répète à toutes les conférences parce que je trouve que c'est important, très souvent, des systèmes dissectaires qui utilisent l'hypnose sans appeler ça de l'hypnose, ils peuvent appeler ça de la PNL ou n'importe quel autre système, vont utiliser ce principe-là, qui est quoi ? Je vous sature d'informations et j'évite que vous dormiez la nuit. On va faire la fête, on va déconner, ça va être sympa, on a une semaine en résidentiel, etc. Ce qui fait que je ne dors pas, ou très peu. Ce qui fait donc que le stockage que j'ai à l'intérieur, il ne se nettoie pas. Ce qui fait donc que cet espace libre, il ne se libère pas. Ce qui fait donc que le lendemain, je suis saturé. Ce qui fait donc qu'au bout de 3 minutes, je ne comprends plus rien à ce qu'on me dit, et tout ce qui est dit devient des suggestions potentielles. Donc, le fameux nettoyage de cerveau. Donc bien sûr, ça ne se fait pas genre d'un coup, wouhou, youpi, mais ça devient une graine. C'est ce qu'on appelle du seeding en anglais. En français, on appelle ça saupoudrage, qui je trouve a moins de vérité. Seeding, ça veut dire planter la graine. Donc si je vous donne, l'exemple super classique, si je vais bien, juvamine, on l'a tous en tête. Vous avez vu cette petite graine à la noix qu'on a tous ? On nous l'a implantée. Pourtant, on ne s'est jamais dit, tiens, je vais me retenir cette maudite pub. On vous met un tube dans la tête. On le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Qu'est-ce qui se passe ? Votre facteur critique ne va plus analyser la notion et se dire « c'est critiquable ». Maintenant, j'ai déjà un début d'information quelque part et je vais le récupérer. Donc, cette notion-là, la petite graine, si après, pendant la semaine ou les 15 jours, les 3 semaines de stage que vous faites, je répète toujours la même chose, je suis en train de vous créer un programme. Moi ou n'importe qui. Mais c'est ça qui est important. C'est toujours faire attention de ce qu'on va être capable ou pas de filtrer. Or, bien sûr, on a toujours l'impression qu'on contrôle. Sauf que plus on contrôle, moins on contrôle. Logique, parce qu'on est vachement dans le conscient, donc on ne fait plus du tout ce qui se passe dans le schéma à côté. D'accord ? Ça, c'est super intéressant de le savoir. Bon, en tout cas, ça peut être un peu gênant quand on le dit comme ça, mais vous inquiétez pas, on se fait tout savoir. Le marketing est basé là-dessus. Moi, j'ai fait des études de marketing, donc je connais plutôt un petit peu le truc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, qu'on fait rentrer une idée. La politique, c'est que ça. On vous donne des affiches, ça paraît rien les affiches, mais c'est une mémoire. Je l'ai déjà vu. Je la refuse, mais je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Tiens, ce symbole, je le connais. Tiens, je l'ai déjà vu. Et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, comment je fais pour connaître tout ça. On te l'a répété sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi je fonctionne comme ça ? Pourquoi n'importe qui d'entre nous, quand il y a une maudite ligne blanche, on s'en fout de cette ligne blanche, je suis d'accord qu'il n'y a rien, vous passez à côté, pas de problème, sauf qu'on va être limite angoissé si on dépasse la ligne blanche. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Pourquoi un petit feu rouge ? Vous êtes d'accord, c'est un feu. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien, il y a des champs autour. Il y a un feu rouge, on s'arrête. On nous a programmé à dire oui. Alors on l'a accepté, là, ça on l'a accepté vu qu'on pendant le truc, mais vous imaginez à quel point maintenant on est conditionné à se dire ok, résultant, programme automatique, je fais. Et notre vie, elle est basée sur ça. Donc, ça laisse plein de potentiel. Pas bien comme un truc extraordinaire. Là, je vous montre des trucs qui peuvent être un petit peu particuliers, mais c'est intéressant de savoir comment ça peut fonctionner. Bien, ça peut fonctionner aussi dans le côté... obscur de la force. Non, mais je veux dire, dans la force. Bien. Oui, Yoda le disait. Ça intervient dans les deux sens, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est comme tout. Alors là, dans tout, on va parler un peu de loi d'attraction, mais vous croyez que vos problèmes dans votre vie, elle est attirée par quelqu'un d'autre ? Non, c'est de la faute à lui. Ouais, parce que moi, quand je pense que des trucs bien. Bien sûr. Bah non, on fait la même chose pour nous. Tous les sales trucs qui nous arrivent, c'est nous qui les avons créés. Tiens, je suis malade, c'est pas de ma faute. Ah ouais, t'es sûr ? T'es sûr, tu veux qu'on parle un petit peu de ta vie, de comment tu penses, de ce que tu dis, ce que tu es ? Donc, mais ça va être plus simple de dire, ouais, mais non, on m'a mal diagnostiqué, ou c'est ça, ou c'est à cause de mes parents. Ouais. Non, c'est toi qui as accepté un moment, pour ceux qui font un peu de kinésio, choix, non-choix. Est-ce que j'ai choisi ou pas ? Sauf que le non-choix n'existe pas. Le non-choix est un choix, en fait. Donc, on n'a pas le choix. On a toujours un non-choix, donc un choix.
D'accord? Vous me suivez tous? Ok. Donc pour vous donner juste l'idée du Yes 7, parce que ça va aller dedans. En PNL, il est utilisé beaucoup, ça vient de l'hypnose ericksonienne. Erickson qui est un grand monsieur de l'hypnose. Le Yes 7, c'est un principe tout bête. Si je vous fais répéter 3 fois oui, votre cerveau, il fait quoi? Il laisse l'acceptation du truc. Et si je fais ce geste-là, et ben automatiquement, votre cerveau, lui, il est en train d'assimiler oui, 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 oui. Ce qui veut dire que le oui vous met dans quelque chose de positif. Vous n'avez pas du tout l'idée, pas du tout guidé. Mais votre cerveau, il a le conscient, il a fait bah ouais, oui, une fois. Ok, je l'ai conscientisé. Deuxième fois, on l'écoute à peine. De toute façon, c'est à peu près la même chose, vu que c'est une rhétorique de ce que je vais dire de précédemment. Troisième fois, tu ne l'écoutes pas forcément. Donc, tu crées chez la personne une acceptation potentielle de ce que tu es en train de dire, même si elle n'est pas d'accord. Mais c'est très positif. Hein. Là, vous vous dites, ah, mais attends, on peut me faire plein de trucs. Non, non, c'est des petites choses, toutes bêtes, mais c'est les choses qui font, par exemple, quand on va être dans la rue et qu'on va aller croiser quelqu'un et qu'on veut vendre quelque chose. Bonjour, vous avez 2 petites secondes? Bonjour, je m'appelle Pank. Vous allez bien? Ok. Est-ce que vous pouvez? Non. Et là, j'ai eu 3 oui. Je me suis présenté, ça faisait un oui. J'ai fait, vous avez 2 secondes? Et blabla. Et là, j'ai 3 oui. Ce qui fait que la personne, d'un coup, elle bloque son schéma, facteur critique qui bug, et on fait un. Et souvent, vous avez remarqué que quand on n'a pas envie, dès le premier, on se barre. Parce qu'on sent qu'il y a un truc pas cool. C'est normal. Hein. En plus, il y a un truc qui s'appelle, dans les leviers de... Une amie me dirait, c'est pas bien de dire ce mot-là, mais de manipulation, on a cette notion de réciprocité. Souvent, en plus, quand on est dans la rue, on arrive. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous... Et voilà, ça. Merci. Tu as pris quelque chose, donc ton subconscient, il me dit, je lui dois quelque chose. C'est pour ça qu'on tend toujours un flyer avant de dire quoi que ce soit. Votre cerveau, il se conditionne à faire, il m'a donné quelque chose, loi de restitution, je lui dois quelque chose. Pas cool. Et deuxième loi, la congruence. Je ne vais pas faire tout un cours dessus, mais la congruence qui est, bah, je me suis arrêté, donc je me suis engagé inconsciemment à écouter ce qu'il me dit. Bon, et après, il y a tout plein de trucs. Mais c'est sur ces fonctionnements-là hein, que ça bouge. Hein. Conscient, facteur critique, subconscient. Ok? Ok. Donc, de ça, notre intérêt à nous, c'est de contourner le facteur critique pour lier le conscient au subconscient. En fait, quand on dit contourner le facteur critique, moi, avec le temps, je ne suis pas d'accord. J'avais l'impression que le facteur critique, on le faisait disparaître, ce qui n'est jamais le cas. C'est juste, il a moins de... on va dire, il est moins en résistance. Donc, on a plus facilement un dialogue entre notre partie consciente et notre partie subconsciente. Et c'est ça que j'appelle une transe. Donc, une transe, ce n'est pas une transe chamanique où je bouge dans tous les sens après avoir pris de l'ayahuasca ou... Non, 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 non. C'est pas je danse au milieu d'une tribu, non, non, non. Ça peut, hein, c'est aussi une transe. Quand je vais en boîte, que je suis complètement parti, je suis dans une transe. Quand je suis avec des potes, que j'arrête pas de me marrer, je comprends pas pourquoi je m'arrête pas, et que j'ai pas bu, eh ben, c'est une transe. Ouais, il faut ni fumer, il faut préciser. C'est une transe, d'accord? Donc ce lien-là, c'est le conscient et le subconscient. Et nous, on va l'utiliser d'un point de vue thérapeutique à potentiellement réorienter ce qu'il y a dans le subconscient vers le conscient et inversement, emmener du conscient, des suggestions vers le subconscient. Mais c'est rarement, alors c'est possible, hein, il y a des gens qui vont partir complètement et se barrer, et on va dire « Oh, il dort ». En hypnose, on ne dort jamais. Sinon, on ne pourrait pas faire d'auto-hypnose. « Salut, je vais faire de l'auto-hypnose. » 6 heures plus tard, bah c'était cool. D'accord? D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a souvent, ce qu'on appelle une fuite. Quand on fait beaucoup d'auto-hypnose, qui est-ce qui a déjà fait de l'auto-hypnose? Yes. Ok. Il y en a beaucoup qui s'endorment. Qui font ouais, je comprends pas, j'étais bien, hein, mais parce que c'est une fuite avec nous-mêmes. Parce que l'auto-hypnose, ça va être quoi? Ça va être nous-mêmes de nous contourner le facteur critique pour rentrer dans un état de transe, pour se suggérer des choses. Ça, c'est l'auto-hypnose basique. Ok, je vais pas bien. Je me suggère, je vais mieux, parce que blablabla. Ça, c'est vraiment binaire, hein, super classique. Et je me sens mieux. Parce que je suis en connexion entre mon conscient et mon subconscient. J'ai besoin de récupérer parce que j'ai peu dormi. Je reviens, ok, je me sens plus détendu. C'est super simple à faire, tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que des transes, vous en vivez tous les jours de votre vie. Donc, je vais vous prendre les super classiques exemples qu'on donne en hypnose.
Par exemple, quand vous êtes sur une autoroute, vous roulez pendant des kilomètres et que vous ne voyez pas les kilomètres passer, etc., vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Parce que ça, maintenant, je rajoute vous parlez à quelqu'un. Vous êtes d'accord que, à ce moment-là, vous n'êtes pas en pleine conscience en train de faire « je viens de passer encore un kilomètre, encore un, encore un, encore un ». Non. Surtout si vous parlez avec votre partenaire, vous êtes en train de parler, les bornes passent et vous ne vous rendez pas forcément compte de combien de bornes vous avez fait. D'accord? Ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une daily trance, une transe d'autoroute. Donc c'est un état de transe. On est conscient, on ne dort pas. Sinon en voiture, c'est pas très très bon. Puis si on parle avec quelqu'un et d'un coup on s'endort, c'est pas très sympa non plus. Donc vous êtes capable de parler, vous avez conscience de ce qu'il dit, et pourtant vous n'avez plus conscience du fait que vous soyez sur la route. Vous freinez, vous doublez, vous accélérez, et vous ne faites pas attention à ça. C'est un état de transe. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui fait waouh! T'es pas comme ça dans la voiture en train de faire ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Non, non, on est dans un état cool. Cool. Ça dépend comment on roule, mais en tout cas, on est dans un état où on est conscient et il y a toute une partie de nous qui est en train de fonctionner. Ok? Cette facette-là, elle a quand même vachement d'importance. Parce que beaucoup de personnes vont se dire en auto-hypnose, je dors. Mais vous dormez pas. En auto-hypnose, l'hypnotiste, l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, qu'importe comment vous l'appelez, il a un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Non, c'est un phénomène qui est naturel. Donc nous, on vous ramène juste dans un état qui est naturel. C'est pas ah oui, mais j'ai peur parce que qu'est-ce que je vais vivre? Non, mais tu l'as déjà vécu des millions de fois avant même de me rencontrer. Hein. Vous avez tous hypnotisé des millions de fois tout le monde. Vous savez, quand on commençait à parler et faire ouais, alors tu sais, moi, ce week-end, je suis allé faire ça. Puis mon chien, il était super sympa parce que je l'ai emmené chez il était super cool. Et là, votre pote en face de vous, il est comme ça. Bah là, il était en transe. Hein, parce qu'à ce moment-là, il a déconnecté complètement de ce que vous avez dit. Et lui, il rentre dans son truc. C'est-à-dire qu'il est en train de dissocier son conscient de son subconscient, passer son facteur critique, rentrer dans son imagination et faire ah ouais, je pense que je vais aller manger une pizza après. Et tout en regardant super sérieusement. Hein. Ce que souvent on fait pour ceux qui sont en entreprise en réunion. Non, très sincèrement, on se fait... Bon, bref. Et à ce moment-là, bah, on écoute notre patron, on fait vivement que ça finisse. Donc là, on est dans une transe. Ok? Ça parle pour tout le monde, ça, ces petites choses-là. Ces petites choses-là qui sont en fait le cœur de l'hypnose. Hein. Donc quand vous avez les yeux dans le vague aussi, c'est une transe. Donc, ah ouais, ça répond à la question de mais attends, moi j'ai entendu dire que tout le monde n'était pas hypnotisable. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'ai jamais vu sur Terre une personne qui n'a pas été comme ça au moins 2 secondes. Tout le monde rentre dans ça. Donc tout le monde est hypnotisable. Après, tout le monde ne veut pas se faire orienter vers un état de transe. Et là, c'est vraiment important. Tout le monde ne veut pas se faire orienter, ne veut pas être guidé. Ok, pas de souci. On dit même parfois que l'hétéro-hypnose, donc l'hypnose avec quelqu'un qui nous accompagne, n'est simplement qu'une auto-hypnose guidée. On aime bien se prendre la tête en hypnose. Mais en réalité, c'est ça, vu que c'est ton état de transe. Et que tu retournes dans quelque chose que tu connais, que je te guide, bah oui, c'est une auto-hypnose guidée. Après, on peut jouer dessus sur la sémantique et tout, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, ok, on comprend que beaucoup de personnes ne veuillent pas vivre de l'hétéro-hypnose. D'où la vente marketing à fond. Faites de de l'auto-hypnose. Moi, je suis à fond en hétéro-hypnose, mais auto-hypnose. Parce que, vous n'allez pas vous faire contrôler par un méchant malsain qui va vous dire des choses pas gentilles. Et c'est vous qui allez pouvoir vous soigner. Dans l'idée, j'adore. Vraiment. Seulement, il faut commencer ceinture blanche avant d'être ceinture noire. Et les gens, ils commencent l'auto-hypnose en se disant « Moi, je vais faire de l'auto-hypnose. Et puis mon problème d'alcool, mon problème de cigarette, mon problème avec mon mari, mon problème au boulot, mon problème de stress, mon problème d'eczéma, je vais le virer. » Ouais, sauf qu'il faut commencer ceinture blanche avant d'être ceinture noire. Et que les étapes, ça demande du temps. Parce que, basiquement, auto-hypnose, on arrive. Moi, j'ai l'habitude, maintenant, je fais un ancrage. Voilà, je vous fais l'ancrage classique. Voilà, là, je suis en transe, donc je ne vais pas partir trop loin. Voilà. Donc là-dedans, je peux partir sur des suggestions directes. Donc vous regardez comment mon corps bouge. Ça, ce rythme-là, il n'est pas cohérent déjà. D'accord? Sur le conscient. Donc là, je fais ce qu'on appelle une dissociation.
D'accord? Je parle, je suis en transe, j'ai les yeux ouverts, mais regardez, il fixe mon regard. Donc là, je suis en état dissociatif. Ça, c'est quand on commence à pratiquer un petit peu d'auto-hypnose depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on peut facilement rentrer dans un état de transe et l'exploiter. Et dans ce cas-là, dans cet état-là, je peux me suggérer des choses. Moi, ce que je suggère beaucoup parce que je fais des sports de combat, c'est calmer les douleurs. C'est, quand je vais chez le dentiste, éviter de me faire anesthésier. Alors, je parlerai des niveaux après, mais on l'a tous vécu, hein, l'anesthésie. Moi, je vais en parler tout de suite, en fait. L'anesthésie est quelque chose qu'on vit naturellement. Je me cogne quelque part, je rentre chez moi, j'ai pas fait gaffe, je vois que j'ai un bleu, et d'un coup, je fais « Ah, ça fait mal ». Les enfants sont super bons là-dessus. Ils s'explosent. Et là, tu regardes, tu fais sachant qu'un enfant de moins de 7 ans, il est dit qu'il est en transe tout le temps. D'ailleurs, vous le voyez, tout le temps comme ça, c'est une éponge, je prends tout. Cool. Donc, il s'éclate. Si vous n'êtes pas en train de stresser à côté, en train de faire bah, le gamin, il se relève, il fait et il se barre. Si à un moment, il voit du sang, il fait et là, il fait ah, j'ai mal. D'accord? Il s'est anesthésié et là, je pense que réellement, il a en plus mal. Hein. Ça picote. Et on est exactement pareil. L'exemple qu'on donne beaucoup pour les femmes, c'est oh, vous avez une super paire de chaussures. Magnifique. Vous la prenez pour une soirée. Vous la mettez et là, malheur. Elles ne vous vont pas, elles font mal. Seulement, cette soirée est vraiment sympa. Il y a du monde, c'est la fête, vous vous éclatez. Vous oubliez que vous avez mal aux pieds. Vous rentrez chez vous, mais même vous sortez de soirée, vous faites putain de chaussures. D'accord? Ça, vous l'avez certainement peut-être vécu. Nous, les mecs, moins. En général, là, cette paire de pompes, elle ne marche pas, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Comment ça, j'ai 2 paires? Bah ouais, j'ai que 2 paires. Hein. D'accord? C'est normal. Donc, on le vit tous. Le truc, c'est le retrouver. C'est retrouver l'état qui nous permet de faire ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des étapes. C'est que après, il faut apprendre à se dissocier. Donc, réussir à arriver dans un état où on a créé cette suggestion. La suggestion, on commence à donner des feedbacks. Cet état-là, ça va être l'état minimum pour travailler sur la loi d'attraction. Pour notre propre loi d'attraction. Parce que si on n'est pas dans un état de transe à minima, où on est capable de créer des suggestions avec une partie de nous-mêmes, bah, vous parlez dans le vide. Ouais, je veux aller bien. Ouais, j'aimerais que je sois riche. Ok, tu parles à qui, mon pote? Tu n'es même pas dans un état qui te le permet. Ou souvent, on est super bon en loi d'attraction quand on est dans le speed. Oh merde, je vais être à la bourre au rendez-vous, c'est pas cool. Bon, j'espère que là, la route, elle va s'ouvrir comme Moïse et puis je vais pouvoir arriver chez moi. Non, c'est pas comme ça la vie, mon pote. Tu es en état de stress, tu n'es pas dans un état qui est ouvert à créer quoi que ce soit et tu voudrais que la vie, elle change comme ça pour toi. Bah non, tu n'es pas dans un état ouvert. C'est comme si vous aviez un téléphone portable, que vous êtes sur SFR et qu'il fallait avoir un réseau Bouygues, pas de bol. Bah à ce moment-là, vous avez beau téléphoner et dire je comprends pas. Bah ouais, mais vous n'êtes pas sur le bon réseau. Et votre état de transe vous permet d'avoir le réseau, en tout cas un meilleur réseau, avec ce que les gens vont appeler l'univers, si on prend en pure loi d'attraction, ce que nous on va appeler notre subconscient, ce qui est déjà très très bien. D'accord? Ça a de l'importance. C'est l'état dans lequel on va être, va nous permettre automatiquement de faciliter les choses, sans que ce soit une réalité absolue. Hein. Ça va faciliter, ça ne veut pas dire que je vais avoir tout de suite le résultat. D'accord? Donc, l'état de transe, il se travaille. Il va se travailler d'abord avec des suggestions simples, après avec une chose hyper importante, et là on va couper tout de suite avec la loi d'attraction, la création d'objectifs. Ça paraît con, hein. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Je veux ci, je veux ça, non. Si on pose des questions à n'importe qui, sur ce qu'il veut, vous posez 10 questions dessus, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas les réponses. De savoir, ok, je sais pas, je veux déménager. Tu veux déménager où? Près d'un centre-ville? Tu veux être en campagne? Est-ce que tu veux être accessible par le train, par l'avion? Est-ce que tu veux que ce soit une maison et qu'il y ait plusieurs chambres? Est-ce que c'est une maison comment? Moderne, récente, ancienne? Posez plein de questions. Ce qui fait que, automatiquement, vous allez créer dans votre subconscient, de par votre subconscient déjà, un modèle et dans votre conscient, une prise potentielle d'une image sur laquelle vous pouvez travailler. Or, la plupart du temps, les gens ils disent « Ok, moi j'aimerais être riche. J'aimerais être bien. » Ok, qu'est-ce que c'est être bien? Je suis sûr que je pose la question à tout le monde ici, personne n'a la même réponse. J'aimerais être heureux. Ok, heureux, ouais, heureux où? Au boulot? Au sport? Avec tes potes? Avec ta femme? Avec tes enfants? Non, mais je veux être généralement heureux. Ok, définis-moi ce qui est heureux. Me sentir léger. Léger, c'est quoi? Comment? Donc déjà, créer un objectif,
C'est le B à bas pour travailler avec sa propre loi d'attraction. Comment je peux attirer quelque chose dont je ne sais même pas le sens que ça va avoir? Ça se trouve, on va attirer des trucs qu'on ne connaît même pas. Ah, je comprends pas, j'ai pas eu ce que j'ai demandé. Bah, peut-être que tu l'as eu, mais vu que tu savais pas exactement la forme que tu voulais, bah, tu as eu quelque chose, quoi. J'aimerais rencontrer, truc super classique, j'avais fait un article dessus un moment sur un de mes blogs, je voudrais rencontrer l'amour. Ok, je comprends. Donc l'amour, c'est cool. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Parce que moi, tu peux rencontrer l'amour demain. Hein. Ça se trouve, il va être violent, ton amour. Il peut être sadique, ton amour. Il peut t'aimer, tu peux l'aimer. Ça peut être un pervers narcissique, grande mode aujourd'hui. Vous êtes tombé sur un pervers narcissique. Mais derrière, il t'aime, à sa manière. Ah, mais c'est pas ce que j'ai défini. Ah, mais alors c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est être aimé? Comment tu vois ton mec, ta copine? Quel type de relation tu veux? Ah, mais moi, je suis tombé sur la femme de ma vie. Bon, elle habite à New York. Je la vois tous les 6 mois, mais c'est la femme de ma vie. Hein. Et je sais qu'elle m'aime. Tu seras heureux? Pourtant, tu l'as rencontrée. Ça paraît rien, hein. Mais ça se trouve, vous avez rencontré plein de gens qui étaient parfaits pour vous, mais qui ont dû partir, qui n'étaient pas là, qui ont d'autres choses à faire. Ah, ça peut être aussi l'amour de la vie. Oh, j'ai rencontré l'âme de ma vie. Ouais, c'est vrai. Bon, il est marié, mais il est quand même parfait. Ouais, mais t'as demandé quoi? De rencontrer quelqu'un qui te correspond. T'as pas demandé qu'il soit célibataire, bien, etc. On n'est jamais précis. On dit, mais moi, je veux être bien, je veux être heureux, je veux être amoureux, je veux... Bah ouais, mais l'univers, il te ramène des trucs. Je veux être riche, je te donne des trucs riches de quoi? D'émotions Si t'as peur tout le temps, t'es riche d'émotions. Hein. Mais c'est pas précis. Bah ouais, mais ça paraît rien. Tu vois, comme ça, on se dit, bah c'est vrai, la richesse, c'est pas ça. Mais on n'en sait rien. Moi, mon subconscient, comment il le définit, richesse? Sachant que vous avez tout votre background depuis votre enfance qui a fait, ok, richesse, c'est quoi? Pauvreté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'être riche? Puis ceux qui sont un peu philosophes, qui ont fait, non, mais la plus grande des richesses, c'est à l'intérieur de soi. Ok, donc eux, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Plein de trucs à l'intérieur d'eux. Et s'ils prennent du poids? Bah ouais, ils sont riches. Ah bah, ça paraît rien. Mais si vous n'êtes pas capable de définir des objectifs, vous n'attendez pas à avoir des résultats. Donc ça, souvent en général, l'objectif, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Quand on fait du coaching, vous n'imaginez pas les séances qu'on peut passer sur un objectif. Parce que il y a des points, moi je vais vous donner un truc hyper classique pour ceux vous avez fait un peu de coaching pour certains. C'est pas grave, c'est parfait aussi. Le système PRUM qui est précis. Il faut que votre objectif soit précis. Donc tout ce qu'on vient de dire là. Ok, je veux une voiture. Pas de souci, hein, moi je te trouve une Lada à 300 €, c'est une bagnole. Hein. T'as pas dit qu'elle roulait, moi je m'en fous, hein, je la file. Donc il faut être précis, réaliste. Réaliste. Bah, je crois que la loi d'attraction pouvait m'amener tout ce que je voulais. Ouais. En même temps, si aujourd'hui, tu es SDF, que tu cherches pas de taf, que tu cherches pas à t'en sortir, que tu n'arrêtes pas de teaser, de boire, pardon, et que tu me dis demain je vais être multimillionnaire, en termes de réalisme, c'est du foutage de gueule. Et c'est de la déresponsabilisation. Je ne veux pas être responsable des choses et je veux que la vie me donne tout comme ça. Non. Tu peux te dire, maintenant je veux un boulot qui va me permettre, après ce boulot-là, de recréer ma vie et de devenir millionnaire. Mais on n'a pas les mêmes étapes. Un objectif à long terme, si vous le faites et qui est complètement irréaliste, vous ou les personnes qui sont autour de vous, faites réduire les objectifs jusqu'à en donner des étapes pour qu'ils soient réalistes. Je veux perdre 50 kilos, pas de souci, tu pourras les perdre. Maintenant, la dernière fois que tu as perdu du poids, c'était combien? 500 grammes. Il y a combien de temps? 5 ans. On va peut-être commencer par perdre 1 kilo dans le mois. Ça paraît con, mais c'est ultra important. Pourquoi? Parce que les choses attirent les choses. Si vous vous dites, waouh, je veux perdre tant de kilos, et qu'à la fin du mois, vous regardez votre truc et vous faites, j'ai perdu qu'1 kilo, qu'est-ce que vous allez créer dans vos pensées? J'y arrive pas, je suis incapable, ça marche pas, c'est pourri, la vie est nulle. Donc vous vous conditionnez à quoi? Ça marche pas, vous êtes incapable, etc., etc. D'accord?
Précis, réaliste, écologique. Ah, l'écologie. Ça paraît rien l'écologie, hein. Non, c'est pas les verts. Non, ça paraît rien, mais c'est un des gros soucis qu'on peut avoir dans la vie quand on a un objectif. Pourquoi? Moi, je prends des cas que j'ai eu en cabinet. Une femme qui vient et qui me dit, bon, bah voilà, moi j'aimerais aller mieux avec mon mari. Ok? Tu veux aller mieux avec ton mari. Il se passe quoi? Blabla. Ok, tu veux donc entamer toi-même une thérapie pour te sentir mieux dans ton couple. Ouais, joli, sympa. Sauf que si elle change, son mari ne va pas reconnaître sa femme. Donc là, déjà, on a un petit problème d'écologie. Si lui n'a pas décidé de changer en même temps ou d'accepter le changement, qu'est-ce qui va se créer? Elle va commencer à prendre ses libertés, son truc, ou en tout cas à s'exprimer. Qu'est-ce qui risque de se passer potentiellement? C'est pas potentiellement, là c'est des feedbacks réels en fait. Donc, c'est qu'à un moment ou à un autre, ouais, ça va plus avec mon mari du tout. En fait, je me rends compte que c'est pas bien parce que souvent quand on n'a pas travaillé avec papa, hein, quand on travaille avec le père, très souvent on a oui, en fait, ton mari c'est ton père. Désolé. Hop. Et donc, vu que ça va mieux avec le père à l'intérieur de soi, souvent ça se passe pas très bien d'un point de vue écologique avec la personne qui partage notre vie. Donc, quand on prend un objectif, il faut faire attention. C'est des petits détails. Ouais. Oui, non, mais là, c'est vraiment très psychanalytique. La plupart du temps, tu vas faire une projection, un transfert par rapport à l'homme et au père, et aux relations aux hommes, parce que ça a été l'identité primaire que tu as eue, le père. Il a des bonnes relations avec son père, mais censé avoir des bonnes relations avec... Pas forcément, parce que les bonnes relations, il faut que tu vois comment elles ont été créées. Mais après, ouais, logiquement, ça doit être un peu mieux. Mais après, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont très bien passées. Et quand on commence à gratter, le problème de tout ce qui est travail sur soi, c'est que dès qu'on commence à gratter, on s'aperçoit que l'image qu'on a consciente n'est pas du tout la réalité subconsciente qu'on a gardée, émotionnellement, psychiquement, émotionnellement, à l'intérieur de nous. C'est vraiment un truc, dès que tu grattes, c'est vraiment des soucis. Ça aussi, c'est pas souvent, il faut voir ça quand on commence une thérapie, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est écologique avec le monde qui m'entoure? Est-ce que je peux changer? Comment je peux changer? Etc. Et donc, dès que tu grattes, automatiquement, tu trouves d'autres problématiques, d'autres choses, et des choses que tu n'as jamais vues ou jamais voulu voir parce que tu n'as pas pris conscience d'eux. Les prises de conscience viennent du subconscient, donc communication qui va se passer entre le subconscient et le conscient. Et à ce moment-là, il y a des moments, il y a des prises de conscience qui ne sont pas agréables du tout. Et d'une vie, ouais, mais moi, ma vie, elle était cool, tu arrives à, putain, j'ai eu une vie de merde, quoi. Ce qui est une transition, hein. Heureusement. Mais il y a souvent de, waouh, en fait, ça a été plus compliqué que prévu. Mais j'ai jamais regardé parce que je me suis jamais prise en conscience de ça. Donc ça, c'est, vous voyez beaucoup avec les régressions, si vous connaissez un peu en hypnose, tout ce qui est travail en régression. En psychanalyse, beaucoup, il y en a qui vont analyser sur des choses qui ont été un peu difficiles, où on dit, mais non, moi, mon rapport, il est normal, etc. Et quand on commence à voir les schémas dissonants, si vous connaissez un petit peu tout ce qui est analyse transactionnelle, vous connaissez les triangles de Karpman, etc. Et on se rend compte que, ouf, putain, j'ai été victime, j'étais ci, j'ai été ça. Ce qui a créé des dissonances dans les transactions qu'on a pu avoir et donc des rôles qu'on a pris qu'on ne devait pas prendre, par exemple. Donc ce qui fait qu'en fait, on se pose plein de questions. Ouais. Et pourquoi ce terme écologie? Écologie, c'est parce que le système doit rester dans un équilibre, une homéostasie si tu préfères. Dans homéostasie, ça te parle plus? On va dire un équilibre. Ouais. Équilibre, écologie, c'est vraiment le terme qu'on utilise, l'écologie d'un système, c'est-à-dire l'équilibre du système en question et de notre propre système. Donc ça, c'est hyper important. Quand vous demandez ou vous travaillez sur quelque chose sur vous, pensez au système qui est autour. Après, on a toutes les notions, si vous connaissez un peu la systémique. Donc tout événement va avoir un lien avec le système. On est un élément du système. Si on transforme cet élément, le système va devoir soit se transformer, soit on doit quitter le système. Ou se réadapter au système d'une manière nouvelle. D'accord? Ça vous parle? Ouais. Ok. Là, on touche pas mal de points différents, mais qui sont tous liés en fait à ces notions-là. C'est difficile de parler que d'un point sans mettre en avant les autres. D'accord? C'est plus clair? Moyen? Ouais. D'accord. Alors après, tout ce qui va être mesurable, ça c'est un élément qui est intéressant dans les objectifs. Il faut que ce soit mesurable. Pourquoi? Parce que si vous dites, voilà, je veux m'acheter une maison, ok, cool, mais sous combien de temps? Quand est-ce que tu vas savoir que tu l'as obtenu? Bon, ça en général, tu sais, mais si tu dis, voilà, dans 10 ans,
tu peux avoir une maison dans 10 ans. Ouais, mais si ton objectif, c'est de l'avoir dans 2 ans, est-ce que dans ton objectif, ce que tu as prévu est mesurable et tu peux avoir des checkings pour te dire « Ok, j'avance, j'avance, j'avance ». La perte de poids est un bon exemple. Je mesure. Ok, je perds 1 kg par mois ou 2 kg par mois, etc. etc. C'est mesurable. Et vu que le mesurable doit être logique et réaliste, on commence à avoir des étapes qui sont sympas. Ce qui nous permet, nous, d'avoir un centrage réel par rapport à ce que l'on cherche, ce que l'on veut obtenir. Donc cette phase-là, elle va être ultra, ultra importante. Si vous ne définissez pas correctement, vous n'obtiendrez pas correctement. Et d'une manière ou d'une autre, parfois, on n'est pas ouvert consciemment à obtenir ce que l'on a demandé. Ça, c'est délicat. Pourquoi? Parce qu'on a un truc naturel chez nous. C'est un niveau d'hypnose en fait qu'on appelle l'hallucination. Nous ne sommes capables de voir les choses que nous sommes capables de vivre. C'est tout. Donc en gros, on vit en nous ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on va voir chez les autres. Ce qui nous énerve chez quelqu'un va être ce qui nous énerve en nous, parce qu'on est que du projectif et on est dans l'état hallucinatoire de ne pas être capable de voir autre chose. Un état de transe constant. Ça va? Ok. Ça, c'est des petits éléments, mais qui ont vachement d'importance par rapport à votre notion de loi d'attraction. Donc, pour réussir à gérer au mieux la volonté d'attraction qu'on a, il faut, petit 1, aller dans une notion de transe. Je parlais moi d'auto-hypnose parce que c'est quelque chose que je connais relativement bien, mais vous pouvez rentrer en transe avec une prière, avec un mouvement de tai chi, avec quelques respirations, avec un mouvement de sophrologie. Vous pouvez simplement, si vous avez des ancrages, des mudras, rentrer dans des états de transe. Avec certains types de respiration, vous sentez que d'un coup, vous partez. Pour ceux qui ont travaillé un petit peu sur du pranayama, il y a vraiment des types de respiration super spécifiques où d'un coup, on se sent vraiment allégé, apaisé. En sophro, il l'utilise beaucoup. Donc, à partir de là, le prérequis, ça va être vraiment, ok, je me mets dans un état ouvert pour créer mes suggestions, donc ma notion de loi d'attraction. Si vous n'avez pas ce prérequis-là, et que vous le faites par exemple en phase de stress, vous allez avoir un dialogue avec vous-même qui va être super négatif et votre facteur critique, petit 1, il va refuser tout ce qui est nouveau, donc tous les changements potentiels, et petit 2, il va répondre souvent, vu que vous êtes en état de stress, à ce que vous avez déjà cumulé par le passé de négatif, et donc vous allez le répéter automatiquement parce que c'est ce qu'on appelle une mise en place, l'ancrage va se réactiver. C'est-à-dire, si vous êtes dit 20 000 fois « putain, je suis con, j'y arrive jamais, putain, je suis nul », il suffit que vous soyez stressé « ah putain, je suis nul, j'aurais dû partir plus tôt », ça, vous l'avez répété tellement de fois que c'est dans votre subconscient. Donc, vous réactivez l'ancrage, c'est-à-dire vous réappuyez sur le bouton qui fait « ça existe, ça existe, ça existe, ça existe ». Et votre nouvelle notion, votre suggestion qui est « on va changer ça », rien à faire, ça va rester dans le facteur critique et ça va faire « tu peux toujours demander, quoi ». Parce qu'on n'est pas en état qui permet. N'oubliez pas, on cherche un moment ou un autre, un réseau commun. Donc, dans les lois d'attraction, ils disent « voilà, il faut se lier à l'univers ». Ouais, mais il y a une manière, vous n'allez pas vous arrêter comme ça et vous dire « tiens, ça y est, maintenant je suis connecté à l'univers ». Prenez un temps pour vous, pour justement arriver à cette notion-là. Ça va? Ce que je vous propose, un truc tout simple, qui est alors vraiment le b.a.-ba du b.a.-ba du b.a.-ba de l'auto-hypnose, mais qu'on retrouve dans tellement de disciplines, c'est ce qu'on appelle c'était ce qu'on appelait la flower. À l'époque, c'est Dr Flower qui avait trouvé ça. Super simple. Vous fixez un point, n'importe lequel, je vous l'expliquais avant, parce que ça va être tellement simple que vous fixez un point quelques instants, vous regardez juste ce point-là, simplement vous écoutez votre corps. Donc quand je dis écoutez votre corps, si vous ne savez pas ce que c'est, vous respirez simplement. Tout cool, d'accord? Dès que vous commencez à être bien et vous sentez que votre regard il est juste fixé et figé, vous fermez vos yeux. Juste ça. Après, vous restez quelques instants et vous rouvrez vos yeux. C'est tout bête et c'est un état de transe. Ok. On revient. Alors, tout simple, hein.
Bah ça, c'est un super outil pour rentrer en auto-hypnose. Voilà, vous avez gagné 600 € d'aller faire un stage. Vous connaissez l'auto-hypnose? Non, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin forcément de plus pour entrer en auto-hypnose. Après, c'est l'exploitation du système qui, parfois, est un petit peu plus long. Un peu. Donc, vous pensez bien, vous fixez un point. Le but, c'est de vous recentrer à l'intérieur de vous. Après, ceux qui connaissent EFT et autres, il y en a qui connaissent EFT? Ok. Faire du tapping, par exemple, mais n'importe où. Hein, quoi. Bon, à la limite, tu commences par ta ronde de EFT. Tu vas voir que très rapidement, tu vas être comme ça. Tac, avec ta ronde. En plus, c'est un... Mais tu restes sur un point, simplement. Et au moment où tu commences à te sentir un petit peu détendu, tu lâches et tu laisses. Ça te permet de focaliser. Surtout pour les gens qui sont plus kinesthésiques, c'est-à-dire avec le corps. D'accord? Si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui a besoin un peu de mouvement, bah faites un mouvement. Répétez-le. C'est ce qu'on appelle un pattern, un schéma répétitif. Donc, à partir de là, acceptez-le. Juste un truc tout doux. Votre souffle, vous fixez un point. Dès que vous êtes bien, vous fermez vos yeux. Vous rentrez dans un état que, dans beaucoup de systèmes, on appelle en onde alpha. Onde alpha, ça nous suffit pour aller travailler. Si vous voulez aller un tout petit peu plus profond, parce que souvent on dit que les profondeurs de transe aident. Vous faites la même chose, là ça va vous prendre 2 secondes, et vous décomptez dans votre tête 10,